Le Zaïre estime que l'entrée des deux Allemagnes aux Nations Unies est une contribution au maintien de la paix dans le monde. C'est pourquoi il salue par ma voix la présence dans cette salle des délégués de ces deux pays. En ce qui concerne la conférence sur la paix et la sécurité en Europe, suivant les informations en notre possession, cette sécurité concerne aussi le bassin méditerranéen. Mais qui dit bassin méditerranéen dit aussi pays riverains, ce qui entraîne fatalement l'association à ces travaux de pays frères d'Afrique, à savoir l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Monsieur le Président, permettez-moi de vous entretenir maintenant des problèmes qui nous tiennent à cœur au sujet des relations économiques internationales entre les pays riches, appelés communément pays développés, et nos pays appelés arbitrairement pays du tiers-monde. Je vous parle ici, bien sûr, en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Au Zaïre, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. Car, si on veut lui trouver une définition économique, c'est-à-dire parler de pays à système capitaliste qui constitue une catégorie et de pays à système collectiviste qui en constitue une autre, cela voudrait dire que tous les autres ne sont ni capitalistes ni collectivistes, ce qui n'est pas tout à fait exact sous l'angle économique, car certains pays dits du tiers-monde suivent soit le système capitaliste, soit le système collectiviste. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle des populations, car le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. C'est pourquoi nous trouvons qu'en fait, le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris, et par conséquent, cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventée, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest, et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de cela, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là, car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent quand ils veulent bien l'avouer. Les États-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des 10 pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la Lune. Mais on ne dit jamais que les 9 autres sont sous-développés par rapport aux États-Unis. On dit tout simplement comme nous qu'ils sont en retard d'équipement par rapport aux USA. Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est impropre et un faux prétexte, car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui,
et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, ceux qui se disent développés devraient se rendre compte de la prise de conscience par les pays sous-équipés de leurs conditions. En effet, ces derniers ont fini par comprendre que la division du monde n'est pas fonction de l'idéologie ou du degré d'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance? On peut en distinguer notamment trois. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, ils restent dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu. Je suis convaincu que dans ce domaine précis, nous ne parlons pas le même langage. C'est pourquoi, si réellement les pays riches veulent aider les pays pauvres, ils doivent les mettre à l'abri de crédits fournisseurs, de bureaux d'études et d'experts internationaux. Je m'explique. Pour un oui, pour un non, des commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent avec soi-disant des facilités de paiement sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur.
Les pays riches ne devraient pas seulement se préoccuper d'aider leurs industries à exporter à n'importe quelles conditions, mais ils doivent également tenir compte de la situation financière des pays importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, Zaïrois, nous préférons le terme d'équipement à celui de développement. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes en retard d'équipement par rapport à beaucoup de pays du monde. Cela est dû surtout à un manque de cadres suffisant. Ce déficit en cerveau a créé une catégorie d'individus qu'on appelle les experts. Les 10 experts devraient être appelés pour un travail précis et pour un temps limité, en attendant la formation de leurs homologues. Mais on constate très souvent, hélas, qu'au lieu de se considérer comme des éléments de conjoncture, ils tiennent à s'attacher à leurs fonctions, notamment en travaillant en vase clos, cachant les dossiers pour qu'on ait éternellement besoin d'eux. Quant au bureau d'études, ils sont comme la langue des hommes, la meilleure et la pire des choses. S'il est vrai qu'un bon bureau d'études pour faire une étude utile au pays, il est aussi vrai, hélas, que chaque bureau d'études ne fait pas souvent son travail pour aboutir à une solution, mais pour identifier de multiples problèmes qui suscitent de nouvelles études. Beaucoup de bureaux d'études ne font donc pas leur travail pour solutionner un problème, mais pour se ménager de nouveaux marchés. Si j'émets des critiques sur l'organisation d'assistance technique, ce n'est ni pour le plaisir de le faire, ni que je ne remercie pas sincèrement tous ceux qui ont aidé mon pays à sortir de cette difficulté, mais parce que j'estime qu'il y a d'autres voies plus désintéressées et plus efficaces. Je n'en veux pour preuve que la coopération sino-zaïroise. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zaïre vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Il s'agit de l'aide que la Chine consent à mon pays. Aux assistants techniques chinois, nous ne payons pas de billets d'avion et nous n'effectuons aucun transfert salarial dans leur pays d'origine. Les experts chinois adoptent le mode de vie de leurs homologues zaïrois. Le chinois se déplace, loge et se nourrit exactement comme son homologue zaïrois. Dans le domaine de l'assistance financière, la Chine nous a accordé un crédit important à très long terme et sans intérêt. Voilà, à mon avis, un bel exemple à suivre quand on veut aider un pays sous-équipé. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit que le monde se trouve à la croisée des chemins. Il n'est plus divisé par l'idéologie, même pas tellement par les races ni par la géographie politique, mais par des moyens économiques. Et c'est là que réside aujourd'hui le véritable nœud des relations entre les pays du monde. Plus d'une fois, les pays pauvres ont lancé des cris d'alarme auprès des riches pour comprendre leur situation précaire dans le monde économique d'aujourd'hui. Le dernier sommet des pays non alignés à Alger, dont le compte-rendu sera donné à cette tribune par le président en exercice, Boumedienne d'Algérie, a souligné sans équivoque le danger de laisser persister une telle situation d'une injustice flagrante. Nous avons plus d'une fois dénoncé le scandale de la détérioration des termes de l'échange et certains théoriciens de l'Occident, pour se donner une conscience tranquille, essayent de démontrer que la qualité des produits finis a augmenté, alors que les matières premières étaient restées les mêmes, que donc il est logique que les produits élaborés se vendent beaucoup plus cher que les matières premières. De telles théories dénotent une mauvaise foi manifeste. Prenons un exemple. Dans la constitution d'un repas, on peut avoir de la viande, des légumes, des fruits, du café, du thé. On peut considérer que ces produits n'ont pas beaucoup changé depuis des années. Mais les prix des produits des pays riches, la viande par exemple, galopent dans des proportions inquiétantes, tandis que le café et le thé restent toujours sujets à des fluctuations permanentes. Le caoutchouc que nous produisons est moins cher que ce qu'il coûtait il y a 20 ans, tandis que les pneus que nous achetons n'ont jamais cessé d'augmenter de prix. Le pétrole produit par les pays sous-équipés se vend moins cher que l'eau minérale produite par les pays équipés. Tout cela
Tout cela a comme conséquence l'amélioration sensible du niveau de vie des pays équipés au détriment des pays sous-équipés. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, les paysans des montagnes du Kivu qui cultivent le thé sont toujours pieds nus, alors que les responsables de Lipton qui commercialisent le thé zaïrois se prélassent dans les meilleurs palaces du monde. Je pense que cette injustice vient du fait que les pays riches sont en même temps juges et parties, car ce sont eux et eux seuls qui fixent les prix de nos matières premières et les prix de leurs produits finis. Cette situation est souvent aggravée par la politique des grandes sociétés multinationales qui, quand elles investissent dans un pays donné, elles ne s'intéressent pas à celui-ci, mais uniquement à leur profit. Et quand ces sociétés s'installent chez nous, elles ne créent pas une nouvelle société, mais une dixième, une centième, si pas une millième de leurs filiales. Et le pays hôte devient ainsi un simple pion à la merci de la force et de la puissance de la société multinationale en question. Le problème des pays pauvres est une simple transposition à l'échelle mondiale des problèmes qui se posent à l'échelle nationale. C'est ainsi que les travailleurs et les paysans se révoltent souvent dans les pays riches, et les responsables de ces pays le trouvent normal, tandis que notre révolte, tout aussi légitime, est qualifiée d'inconscience, de démagogie et d'instabilité politique. Il est donc tout à fait erroné de croire que l'aide des pays riches consiste en ce que les pauvres des pays riches enrichissent les riches des pays pauvres. Je crois que vous concluez avec moi, d'après ce que je viens de démontrer, que ce sont les pauvres des pays pauvres qui enrichissent les riches des pays riches. Il est temps, à mon humble avis,